Alors, ben nous allons, j'espère aujourd'hui, terminer un peu cette séquence sur le Second Empire. J'ai affiché les 3 points qu'on a vus. On va aborder un dernier point qui sont en fait, alors qui contraste avec ce qu'on a dit auparavant. C'est les difficultés économiques et sociales de la grande majorité de la population, en fait. Voilà. Alors, je vous propose d'abord de faire un petit tableau de la situation économique dans le département. Alors, comme d'habitude, je vais citer mes sources, puisque moi je vous présente une synthèse des travaux effectués, hein, donc des faits qui sont connus. Alors, il y a une source qui est très importante, c'est le recensement de 1866. Bon, au XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les recensements avaient lieu tous les 5 ans. Les années qui se terminaient par 1 et par 6. Bon, donc 1866, c'est une année de recensement. Ces recensements que l'on peut consulter aux archives départementales, certains sont mis en ligne et pas tous d'ailleurs. Alors, c'est inégal hein, selon les années. Celui de 1866, il est très intéressant parce que à la fin, il fournit des tableaux récapitulatifs et il donne un très grand nombre de renseignements. Tout ça, c'est statistique. Après, il faut analyser ces statistiques, bien sûr. Par exemple, il vous donne le nombre de maisons par village, le nombre de ménages, la population étrangère, la répartition par sexe, par âge, par activité, par religion. Nous ne sommes pas encore sous l'ère de la séparation de l'Église et de l'État, hein, en 1866. Et puis vous avez aussi bien les effectifs des troupeaux par village, hein, le nombre de ruches aussi, par exemple. Hein. Bon, vous avez donc toute une série de renseignements par commune et par canton. Après, évidemment, il faut en faire une synthèse. Alors, le recensement de 1866, il y a quelqu'un qui l'a étudié. C'était à la fin des années 70, au début des années 80, mais c'est quelqu'un qui est toujours en vie, c'est Robervier, hein, dont vous suivez peut-être les cours sur l'histoire de Tarbes, ici même. Il a publié... alors, Robervier est quelqu'un qui n'a pas publié d'ouvrage. Il a participé à beaucoup d'ouvrages collectifs, ou également des articles dans des revues, mais il n'a pas publié de bouquins. Bon. Le président Soulet insiste pour qu'un jour il fasse quelque chose, mais je crois que maintenant c'est un peu... Parce qu'il aurait pu beaucoup travailler sur ces problèmes économiques et sociaux et liés à l'évolution démographique au XIXe siècle. Hein. Alors, il y a deux articles, enfin 2 chapitres importants qu'il a réalisés. Un, c'est un article publié dans la revue, le catalogue de l'exposition du musée pyrénéen de 1979. Bon, à l'époque aussi, ça a changé. Il y avait un conservateur au musée pyrénéen, M. Jean Robert, qui est décédé au début des années 1980, qui organisait chaque année une exposition. Et c'était des expositions de grande qualité qui ensuite donnaient lieu, et il y tenait énormément, à un catalogue. Et dans le catalogue, il y avait 2 parties, une deuxième partie qui commentait les œuvres exposées, les objets exposés, et toute la première partie, il demandait à des historiens ou à des spécialistes de traiter un thème lié au sujet. Or, comme le dit je ne sais plus trop qui, qu'est-ce qui reste d'une exposition quelques années plus tard? Eh bien le catalogue.
Et le catalogue La vie quotidienne dans les Hautes-Pyrénées au temps de Bernadette de 1979 est très riche à ce sujet-là. Et Robert Vier avait fait un article qui faisait 25 pages sur la population des Hautes-Pyrénées à la fin du 19e siècle, entre 1850 et... bon, il allait par certains aspects jusqu'à 1911. Bon. En s'appuyant notamment sur le recensement de 1866. Et puis l'année suivante, il a participé à Bigorre et Quatre-Vallées, l'ouvrage qu'avaient dirigé Soulet et Le Nail, et il est l'auteur d'un chapitre important qui s'appelle La fuite. Hein. C'est consacré essentiellement à l'émigration et à ses causes. Bon. Alors, les causes de l'évolution de la population et les causes et les explications de l'émigration sont à chercher dans la situation économique et sociale. Voilà, ce qui oblige à faire un tableau de la situation économique et sociale. Alors en 1866 aussi, il y a, je signale, une enquête. Alors c'était une enquête officielle, une enquête agricole, demandé par le ministère de l'Agriculture de l'époque, et il y a eu une enquête sur la situation de l'agriculture dans les pays de l'Adour, donc y compris dans notre département. Une enquête confiée à un ingénieur agricole de l'époque, M. Labarru. Et cette enquête Labarru, elle est intéressante aussi, non seulement pour des aspects statistiques, mais aussi pour des aspects qualitatifs, parce qu'il émet des jugements. Hein. Il dit par exemple que les ouvriers agricoles, ils ont des salaires qui se sont améliorés, mais ils ont un peu trop le goût du cabaret. Bon, alors on voit ce que ça signifie. Bon. Donc, entre les statistiques et puis cet avis qualitatif, on arrive à constituer, à pouvoir faire une analyse. Autre source, c'est un document intéressant qui est l'indicateur des Hautes-Pyrénées. Voilà, j'en ai amené un exemplaire, qui a été publié par un certain Joseph Bertrand Abadie, qui était originaire de Saran-Colin. Et en général, on l'appelle, et là c'est le cas pour la couverture, Abadie de Saran-Colin. Bon, parce que évidemment, dans le département, les Abadis, il faut quand même les distinguer, et on peut les distinguer par leur origine géographique. Bon. C'est l'indicateur des Hautes-Pyrénées au temps de Napoléon III qui a paru en 1856 et qui a été réédité en 1999 par l'association Guillaume Morand. Donc moi, ça c'est un exemplaire acheté en 1999. Cet indicateur, eh bien, c'est un exposé, simplement factuel, de la situation économique, commune par commune, hein, même de la situation administrative, etc., commune par commune. C'est donc un outil aussi très intéressant pour connaître la situation. Alors ce Joseph Bertrand Abadie n'était pas du tout historien, hein, c'est un homme qui avait une série d'expériences, je lis ce qu'il y a en 4e de couverture. Il a travaillé dans le papier, il a été typographe, lithographe, il a écrit, et puis il s'est lancé dans l'édition, et puis il a quitté le département et il a monté une entreprise de papeterie assez importante dans l'Orne. Bon. Tous les aspects concernant l'économie de cet ouvrage ont été analysés et synthétisés par un collègue qui est aujourd'hui décédé, Louis Laspal, que vous avez peut-être connu, et qui avait notamment participé à l'ouvrage Bigorre et Quatre-Vallées sur les questions économiques, en particulier un chapitre intitulé « La pénétration tardive dans l'ère industrielle ». Bon, c'était en 1980. Bon. Depuis, il n'y a pas eu d'autres travaux récents sur cette période. Hein. Bon, donc on s'appuie toujours sur le travail fait par les collègues de cette époque-là. Alors, je tenais à citer mes sources, parce qu'il faut savoir que les gens ont travaillé, hein, et que rien n'est fini d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir d'autres travaux qui contrediront peut-être ça, ou qui les compléteront, etc. Puis on peut trouver d'autres sources, toujours, ça c'est évident. Alors, je voulais d'abord évoquer rapidement
la répartition de la population. Bon, évidemment, tableau de situation économique, répartition de la population, mais je voudrais quand même la répartition géographique de la population. Ben, les gens, ils sont là où il y a du travail, hein, c'est pour ça. Les Hautes-Pyrénées, en 1866, il y a 240 252 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Le maximum a été atteint en 1846, où nous avons frôlé les 250 000 habitants. Mais depuis 1846, la population des Hautes-Pyrénées n'a jamais cessé de baisser. Bon. Donc 240 000 réunis, vivant à peu près répartis dans 480 communes. Bon. Mais comme le territoire, et vous le savez, si vous faites un peu de tourisme dans la région, le territoire n'est pas uniforme, on trouve des différences. Bon. L'arrondissement de Tarbes rassemble 45,5% de la population totale, c'est-à-dire à peu près la moitié, quoi. L'arrondissement de Bagnères, 37,5%, un gros tiers, et l'arrondissement d'Argelès ne rassemble que 17% de la population. Bon. Si on entre un peu dans le détail, on peut dire que un habitant sur 6 du département habite dans les 7 cantons considérés comme montagnards. Hein, Aucun, Luce, Campan, Viellore, Haro, Bordère-Louron et Mauléon-Barousse. Argelès n'est pas considéré comme un canton montagnard. Donc 16% seulement de la population vit dans ces cantons montagnards, avec des taux de densité qui sont assez faibles. Par exemple, Luce a un taux de densité à l'époque de 15 habitants par kilomètre carré. Viellore, c'est 16 habitants par kilomètre carré. Par contre, la vallée de l'Adour, à partir de Tarbes, il y a 209 habitants par kilomètre carré. Donc ça vous donne une idée, hein, de la répartition de la population. Dans les coteaux, on a une densité de 60 habitants par kilomètre carré à peu près. Dans la région à l'est de l'Admezan, autour de Nestier, Saint-Laurent-de-Nest, on a une densité qui tourne autour de 89 habitants par kilomètre carré. Bon, voilà comment se répartit la population sur le territoire. Deuxième remarque sur cette répartition, il y a une faible part de la population urbaine par rapport à la population globale, quoi. Dans les Hautes-Pyrénées, la population urbaine représente à l'époque 16,6%. Alors qu'au niveau national, on est à 30,46%. Hier soir, il y avait une émission intéressante sur France 3 sur les paysans à partir de vieux documentaires, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon. Eh bien, ils ont évoqué une statistique qui est très connue. La France, la population urbaine a été majoritaire en France à partir de 1931. Il a fallu attendre 1931. Si on prend l'Allemagne, c'était avant la guerre de 14. Et le Royaume-Uni, c'était au début du XXe siècle. Hein. Bon. Alors évidemment, ça c'est lié, mais je veux pas... c'est lié à des politiques agricoles qui étaient différentes dans ces pays-là. Les Anglais, qui se sont très tôt industrialisés au XIXe siècle, et qui, pour développer leur industrie, avaient besoin de développer le libre-échange, ont sacrifié littéralement leur agriculture au libre-échange. Hein, tandis que nous en France, ou dans les pays continentaux, mais nous en France en particulier, on avait pratiqué une politique de protectionnisme agricole, hein, pour maintenir les agriculteurs, et en particulier les petits agriculteurs. C'était toute la politique menée à la fin du XIXe siècle par un certain Méline, Jules Méline. Bon, mais qui était soutenu à l'époque. Alors la population urbaine est faible. Tarbes a à l'époque 15 600 habitants, Bagnères de Bigorre 9 433 et Lourdes 4 630. C'est ce qu'on a vu lorsque Sylvain est venu nous parler de Lourdes. Et ce sont les trois villes qui ont une apparence de ville à l'époque, hein. Mais il y a encore des paysans dans Tarbes, parce que dans le canton de Tarbes Nord et de Tarbes Sud, sur les franges, il y a des agriculteurs. Hein. Alors, plus intéressant, c'est la répartition de la population active.
d'un point de vue économique, c'est-à-dire dans quel secteur les gens travaillent. Il y a 420 000 habitants, oui, non, 240 000, pardon, j'inverse, j'ai problème, et il doit y avoir à peu près 97 000 actifs. Hein. Bon. L'agriculture domine largement. Elle emploie 70,6% des actifs. Bon, ça veut dire que, à peu près, si on compte les gens qui vivent de l'agriculture, mais dont les conjoints, les enfants, etc., on peut dire que les 3/4 des habitants des Hautes-Pyrénées, en 1866, vivent de l'agriculture. Alors, le recensement permet, ainsi que l'enquête de Labarrue, permettent de donner des éléments plus qualitatifs. Bon, d'abord, à peu près, un peu plus de 2 agriculteurs sur 3, donc les 2 tiers en gros, sont propriétaires exploitants. Le fermage et le métayage sont peu développés. Hein. Ça représente moins de 2% de la population, les fermiers et les métayers. Bon, dans des régions comme l'ouest de la France, hein, et vous avez beaucoup de fermage et de métayage à l'époque, et peu de petits propriétaires exploitants. Par contre, il y a de grandes propriétés. Donc, 2 tiers sont des propriétaires exploitants. Si on compte la surface agricole utile, hein, la SAU, à peu près 94% de la surface agricole utile est constituée de petites propriétés de moins de 10 hectares. Donc en fait, beaucoup d'agriculteurs, mais des agriculteurs avec de très petites propriétés, exploitations, moins de 10 hectares. Les exploitations de 10 à 40 hectares, ça représente 5%, et alors on a 1% de plus de 40 hectares. Là-dedans, vous trouvez Achille-Fould, hein, bon, dont on a déjà parlé. Alors, à l'époque, il n'y a pas encore eu le remembrement. Hein, le remembrement, ça date du début des années 1960. Donc, comme il n'y a pas remembrement, les parcelles sont dispersées, ce qui émiette encore plus, hein, la propriété agricole. Alors, cela dit, depuis la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, la jachère a progressivement disparu parce qu'on a introduit des engrais, etc. On a d'autres moyens de développer le rendement et la productivité agricole. Ce qui fait que les rendements agricoles ont augmenté et le département produit davantage qu'au début du XIXe siècle. Hein, donc la production a augmenté. Mais elle n'a pas augmenté suffisamment, ou du moins pas assez vite que la population. Résultat, c'est pour ça qu'il va y avoir de l'émigration. Alors sur le plan qualitatif, c'est là que je situe Monsieur Labarrue, dans son rapport. Il dit une chose très importante, c'est l'analyse qu'ils font, hein, dans cette commission d'enquête, dans le rapport qu'ils font au ministère. Il y a un seuil minimum nécessaire pour que l'agriculteur puisse vivre et donc travailler pour lui seul et avec sa famille. C'est le seuil de 2-3 hectares. Les entreprises, les exploitations inférieures à 2 hectares, c'est pas suffisamment important pour pouvoir assurer la vie de la famille. Et on a à ce moment-là beaucoup d'exploitants qui vont louer leurs services aux voisins ou à d'autres agriculteurs. Hein. Donc ça, c'est une situation à prendre en compte, mais c'est valable sur l'ensemble du département, parce que les exploitations sont peut-être un peu plus importantes dans la zone de la plaine, du nord, hein, du département, qu'en zone de montagne. Mais enfin, la situation est plus compliquée, parce que dans la zone de montagne, il y a des petites exploitations, mais ce qui permet aussi de s'en sortir, c'est d'utiliser les zones indivises.
Hein, bon, par exemple, pour les pâturages en montagne, la forêt, etc. On peut aussi laisser, on va laisser paître certains animaux dans la forêt, etc. Donc, on utilise les biens indivis. Et ça, c'est important. Ça permet à un agriculteur d'avoir d'autres ressources. Bon, voilà, en gros, des agriculteurs très nombreux et surtout des tout petits agriculteurs. Il y a aussi, et ça c'est ce qui ressort des deux enquêtes, une domesticité nombreuse, parce que le célibat est très important chez les agriculteurs. Un agriculteur sur 5 est célibataire. Et donc, souvent, il reste à la maison, quoi, où il était au départ, et donc il devient une sorte de salarié agricole, ou de domestique, si vous voulez. Bon. Les salaires et les conditions d'existence des salariés agricoles se sont améliorés selon Labarru, mais c'est là qu'il dit ils ont un peu trop le goût du cabaret. Bon, alors il a dû fréquenter pas mal les villages du département. J'espère, s'ils ont fait une enquête sérieuse, ils sont allés sur le terrain quand même. Bon. Ensuite, on passe à l'industrie. L'industrie fait vivre un actif sur 6. Il y a 16 000 personnes à peu près qui travaillent dans l'industrie. Ça fait 16,6% des actifs. Alors l'industrie, donc, elle est secondaire dans le département. Mais ça dépend des zones géographiques. Alors je donne quelques généralités. C'est que il y a quand même pas mal de gisements et de ressources, mais il y a une faible importance de l'activité minière globalement dans le département. On a pas mal de gisements de différents produits, notamment en matière de carrière, et pourtant c'est insuffisamment exploité. Il y a 500 personnes qui travaillent dans l'activité minière. Une activité importante, c'est le textile, qui emploie à peu près 1911 ouvriers. Qu'est-ce qu'on travaille dans le textile? Le lin et le chanvre, qui sont produits localement. Il y a à peu près 962 artisans qui travaillent le chanvre et le lin. La laine aussi, 200 artisans. Ensuite, il y a un secteur qui découle du textile, c'est pas complètement du textile d'ailleurs, ce qui découle de ce secteur qui est l'artisanat de l'habillement. Un tiers des ouvriers de l'industrie travaillent dans l'artisanat de l'habillement. Alors c'est les tailleurs, les couturières, bon alors évidemment c'est compliqué parce que les couturières et les tailleurs, ils sont souvent tout seuls chez eux, etc. Est-ce qu'ils arrivent à vivre? Moi j'en doute quand même parce que alors ceux qui ont eu comme clientèle des gens de la bourgeoisie qui peut-être effectivement ont l'occasion de changer souvent de toilette, mais enfin dans les villages je pense qu'on faisait faire un costume chez les paysans, un costume qu'on pouvait mettre le jour de son mariage et puis qui servait ensuite le jour de l'enterrement et qui étaient des costumes solides, etc. Pour travailler sur mon petit village d'origine qui était Soulom, je vois sur la Faine, il y a toujours des gens. Alors on trouve des tailleurs d'habits, on en trouve beaucoup. Bon, alors ces gens-là pouvaient-ils vivre? Après, quand on s'aperçoit que il y a des chantiers à l'époque, au début du XXe siècle, sur Soulom, c'est la construction de la ligne de chemin de fer vers Cauterets, et puis la construction de la ligne de chemin de fer vers Luce, et puis après la construction de la centrale hydroélectrique de Soulom, qui est alimentée, les chutes sont alimentées l'une par un canal qui vient d'abord du pont de la Reine sur Luce, et puis l'autre, il y a une autre alimentation qui vient de Cauterets, de Calypso. Bon, il y a des canaux qu'il a fallu percer, etc. Ça demandait un travail énorme, il y a eu beaucoup de chantiers. Et bien quand on regarde les gens qui travaillent sur ces chantiers, on y retrouve tous nos tailleurs, nos cordonniers, etc. Bon, autrement dit, ils cherchent des compléments de revenus ailleurs, quoi, ces gens-là. Et quand on regarde la source des indigents
dans la commune, enfin les noms des indigents dans la commune, parce que les gens aident, et bien on retrouve aussi ces gens-là, hein, les indigents. Bon. Et après, à partir de 1890, il y a eu une obligation pour les soins. Qui soignent ces gens-là? Alors, les communes sont obligées à ce moment-là de les prendre en charge. Et alors, elles négocient un forfait annuel avec les médecins du coin. Hein, et le médecin touche un forfait de la commune pour l'année, et ensuite il est chargé de soigner, d'assurer les soins des indigents, quoi. Bon. C'est des systèmes de solidarité bon, que la sécurité sociale a... Enfin, on ne sait pas vers quoi on va. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est... Je m'éloigne du sujet, mais... tous ces gens qui sont déclarés artisans de l'habillement, ils ont appris un métier, c'est vrai, mais est-ce qu'ils en vivent réellement? Ça, j'en doute. Hein, bon. Alors ensuite, il y a un quart de gens qui travaillent dans le bâtiment. Ça, effectivement, s'il y a des travaux, pendant une période de grands travaux comme ceux que j'ai évoqués, certainement qu'ils ont dû trouver du travail. La construction des chemins de fer qu'on a évoqué l'autre jour a dû leur donner beaucoup de travail aussi. Hein. Par exemple, Robert a relevé 1200 menuisiers charpentiers dans le dénombrement de 1866, 820 tailleurs de pierre et maçons. Bon. Un secteur enfin qui occupe du monde, c'est l'alimentation, 17,2% du secteur. Essentiellement les moulins. 535 moulins ont été recensés, et c'est très important. Selon ce recensement de 1866, il y a à peu près 3 employés en moyenne par exploitation qui travaillent dans l'alimentation. Bon. Alors, Abadi de Sarancolin émet un avis assez critique sur la situation industrielle du département. Il dit ceci: le pays possède généralement toutes les matières premières nécessaires au développement de l'industrie. Mais ceux qui possèdent le capital demeurent le plus souvent dans une complète oisiveté industrielle. Donc ils le dépensent ailleurs. Voilà ce qu'il veut dire. Bon. Et ceux dont le travail a besoin de capital ne peuvent enfanter des projets qui restent sans exécution, faute d'encouragement. Autrement dit, le nerf de la guerre manque pour développer des activités industrielles. Alors on pourrait lui demander, ben il est décédé maintenant depuis longtemps, il a vécu que 52 ans, hein, 1824-1876. Pourquoi est-il parti fonder une entreprise dans l'Orne, en Normandie? Il aurait pu, lui, peut-être, la fonder sur place. Hein. Bon, alors, il est assez critique à ce sujet. Enfin, dernier secteur, les services, dont les commerces. Ça représente à peu près 13% des actifs. Alors, les services, c'est quoi, hein, c'est essentiellement le commerce. Un tiers des gens qui travaillent dans le tertiaire, 34% pour être précis, sont dans le commerce. Bon, ensuite, on trouve aussi un nombre important de transporteurs, 300 transporteurs, 300 carrossiers et charrons. Mais en 1866, il y a une nouveauté, c'est 115 employés des chemins de fer. Hein, la ligne Bayonne-Toulouse n'est pas encore ouverte. Il reste un gros tiers de gens qui sont, alors dans ce qu'on appelle les professions libérales, médecins, sages-femmes, les avocats, les notaires, qui sont nombreux, 244 professions judiciaires recensées dans le département. Et alors, ça va vous surprendre peut-être, les enseignants, 726, ils ne sont pas encore fonctionnaires en 1866. Par contre, dans les fonctionnaires, en 1866, il y a les membres du clergé, puisque le clergé est rémunéré par l'État. Hein, la séparation de l'Église et de l'État n'a pas eu lieu. Ils sont 637 membres du clergé en 1866. Les fonctionnaires proprement dit, c'est-à-dire ceux qui sont dans les administrations, dans le département, ça représente 500 personnes environ. Et puis il y a les militaires. Alors ça, les militaires, j'ai pas réussi parce qu'il y a les militaires de carrière et puis il y a ceux qui sont appelés. Hein. Dans le département, il y a à peu près 1400 militaires en 1866. Ça fait beaucoup.
Alors un point, je ne sais, ce sont des gens qui sont classés aussi dans les services, ce dernier point. Les professions libérales, les fonctionnaires, les notables ont une domesticité fournie à l'époque. Hein, on a facilement une employée de maison. Et puis si on se déplace à cheval, il vous faut effectivement du personnel pour entretenir les chevaux, etc. Bon. Il y a à peu près, il a recensé en 1866 1683 personnes employées de maison. Ce qui fait quand même 14,5% des gens qui travaillent dans le tertiaire. Bon. Voilà, bon, c'est un tableau un peu rapide de la situation, mais c'est pour vous donner une idée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se répartissent les activités économiques sur le territoire. Voilà. Bon, j'en ai déjà donné une idée, mais Robert avait établi une carte. Alors, je ne sais pas si elle est lisible à peu près, oui. Bon, là où vous voyez les zones en hachure comme ça, tirées ici, etc. C'est-à-dire cette zone-là, ici, toute cette zone-là autour du plateau de Lannemezan et puis du nord du département des Coteaux. La région ici, c'est le canton de Maubourguet, ça. Oui, parce que la base de découpement, ce sont les anciens cantons, hein. Enfin les cantons qu'on a connus avant la réforme de 2015. Bon. Vous voyez que l'agriculture domine essentiellement dans les vallées, hein, zone de montagne, ici, au cœur en particulier, Bordère-Louron également, où c'est plus de 80% des actifs qui travaillent dans l'agriculture. Ailleurs, dans d'autres vallées, on est autour de 60-70%. Pourquoi? Parce que ils distinguent les vallées qui ont des sources thermales ou des activités extractives, hein, qui font qu'il y a d'autres possibilités de travaux. Hein, c'est le cas à Luce, par exemple. Et par conséquent, l'agriculture domine largement quand même plus de 80% dans la zone de montagne. De la même façon, dans la zone des coteaux, hein, les régions de Trie, de Tournai ici, de Pouillastruc, enfin toute cette zone-là, ainsi que la zone de Maubourguet, l'agriculture domine largement. Bon, la plus grande partie du département compte à peu près les 2/3 de sa population, hein, qui vit de l'agriculture. 13 cantons sur 26 exactement sont à dominante agricole. Alors, dans ces cantons, il y a des petits bourgs, hein, des petits bourgs-centres qui sont les chefs-lieux de canton que vous connaissez, dans lesquels il y a des marchés, hein, marchés hebdomadaires, dans lesquels on va trouver un relais de poste. Alors pas la poste à chevaux, la poste à cheval, justement, à chevaux, pour le transport, hein, mais qui commence aussi à acheminer le courrier. Parfois une gare, on a vu la dernière fois que Rabastens a une gare, Vic a une gare, Maubourguet a une gare, même Castelnau, Rivière-Basse a une gare. Bon, donc ce sont des nœuds de communication, ce sont des centres de service. Hein. À l'époque, dans chaque chef-lieu de canton, on trouvait une gendarmerie. Hein, il y avait une petite brigade de gendarmerie, hein, peut-être 3 ou 4 gendarmes. Il y avait toujours un percepteur, ça c'est plus douloureux, mais il y avait un percepteur. Donc il y a des services. Hein. Bon. Alors évidemment, ces services compensent un peu ou font baisser le poids de l'agriculture. C'est ce qui touche l'essentiel du département. J'ai une autre carte là, qui avait paru dans Bigorre et 4 vallées, et qui s'intitule l'artisanat en 1866. C'est le pourcentage de population vivant de l'industrie, entre guillemets industrie. Hein. Donc vous voyez que les zones en noir, les gens, il y a plus de 31% des actifs qui vivent dans l'industrie. Alors c'est le canton de Bagnères, il a cette forme, hein, assez longue, le canton de Bagnères. Bon. Bagnères qui est une zone où il y a pas mal d'activités industrielles, extractives et textiles, je vais y revenir. Et puis ici, hein, une curiosité peut-être, c'est le canton de Saint-Pé.
alors qui est coupé en deux par l'ancien canton de Lourdes, hein, mais le canton de Saint-Pé aussi a une grosse activité artisanale. Après, tout ce qui est en hachure diagonale, on a plus de 20% qui travaillent dans l'artisanat. Les hachures plus droites, c'est à peu près au-dessus de entre 15 et 20%. Vous voyez, vous avez le canton de Tarbes-Nord ici, qui a une plus faible proportion d'artisans que le canton de Tarbes-Sud qui est ici. Ainsi Castelnau-Rivière-Basse. Et puis après, on est entre 10 et 15%, et parfois on est en dessous de 10%. Hein. Donc ça reflète la carte précédente, si vous voulez. Hein. Bon, ce qui est en blanc, plus c'est clair, plus ce sont des agriculteurs, et plus c'est foncé, plus c'est des gens qui travaillent dans l'industrie. Alors, dans les activités industrielles, on a... bon, il y a la ville de Lourdes. Lourdes, nous sommes en 1866. Bon, les apparitions ont eu lieu, mais les premiers gros pèlerinages vont commencer à partir de 1866, justement. Donc c'est intéressant la statistique, parce que cette statistique intervient juste avant le développement de l'exploitation. Oui, de l'exploitation économique du phénomène religieux. À Lourdes, il y a à peu près, dans le canton de Lourdes, 111 entreprises qui emploient 224 professionnels dans les industries extractives. 78 exploitations dans la ville même de Lourdes. Hein. En tout, il y a 1075 personnes au total qui vivent dans le canton de l'exploitation des ardoisières, de la pierre et du marbre. Hein, il y a beaucoup d'exploitations. Et alors, les ardoisières sont souvent privées, mais dans les exploitations de pierre, c'est sur des territoires communaux qui ont été souvent affermés, hein, mis en fermage. Et puis les sociétés qui ont mis en fermage, ont loué certaines carrières, se considèrent comme propriétaires de ces carrières de fait. Hein. Il y a des familles lourdaises qui ont pendant très longtemps exploité des carrières. Je pense jusqu'au début du XXe siècle, une famille qui s'appelait Casomoutou à Lourdes, à Soum plus précisément, où un personnage auquel je m'intéresse particulièrement, c'est la famille Sénac de Lourdes, parce que le fils sera un député républicain en 1848, etc. Sénac, c'était un agriculteur au départ, et puis il a épousé la fille d'un petit ardoisier, et puis quand sous la Révolution et l'Empire, la mairie de Lourdes a mis en fermage l'exploitation des carrières de pierre, il s'est lancé là-dedans, et dans les années 1840, il possède une trentaine de carrières. Hein, et ce qui lui a permis à lui de s'élever dans la société lourdaise. La fille a épousé un avoué, il a payé des études aux garçons, l'un a été avocat, l'autre a été médecin, et le médecin a fait de la politique ensuite, et puis le troisième a été pharmacien à Tarbes. Donc, et puis il s'est intégré, parce que le petit-fils, le fils de sa fille a épousé, alors là, un président de tribunal de Lourdes, il s'est élevé dans la société lourdaise, quoi. Voilà, bon, ça c'était une évolution, bon, qui nous paraît classique, mais typique, quoi, à étudier quand même, parce qu'il faut avoir des exemples. Donc, Lourdes, il y a une grande activité industrielle et extractive. Dans le bâtiment, il y a 343 actifs. Alors ça va de pair, ça, hein, maçonnerie, tailleur de pierre, etc. Puisque je parle des pierres de Lourdes, le tribunal de Tarbes a été construit en pierre de Lourdes, hein, par exemple. Bon, il y a aussi, dans le canton de Lourdes, il y a des agriculteurs. Un Lourdais sur 3, dans le canton, est agriculteur. Hein. Bon, dans la ville, il n'y en a presque plus. Et puis, parallèlement, on a un essor des services d'hébergement avec le fait de Lourdes. Cela dit, à Lourdes, il y avait toujours, parmi les services, tout le personnel judiciaire. Parce que, bon,
au moment de la Révolution, quand on a choisi le chef-lieu de l'arrondissement, il y a eu une bataille entre Lourdes et Argelès. Parce que Argelès était petit et Lourdes c'était plus gros. Bon, Lourdes était à l'entrée des vallées. Bon, mais à l'époque, pour le choix des chefs-lieux, on tenait compte du nombre de temps qu'il fallait mettre pour aller d'un coin du département ou d'un coin de l'arrondissement au chef-lieu. Alors descendre de Gavarnie à Lourdes, c'était plus long que de descendre jusqu'à Argelès. Bon, voilà. Et Argelès l'avait emporté. Et puis, Barère de Vieuzac, puisque son père avait acheté la seigneurie de Vieuzac, il a favorisé Argelès, quoi. Aussi, ça c'est vrai. Même si les Lourdais ont protesté à l'époque, etc. Mais la compensation a été que les services judiciaires ne seraient pas installés à Argelès, mais à Lourdes. Hein, c'est pour ça que Lourdes avait un tribunal, etc. Bon. Ainsi que les services de contribution. Hein, il y a un percepteur à Argelès, mais il n'y avait pas un service de contribution. Ils sont à Lourdes. Bon. Ce qui fait que les fonctions d'un chef-lieu d'arrondissement ont été partagées entre Argelès et Lourdes. Bon, aujourd'hui, le sous-préfet est toujours à Argelès. Bon. Donc, à cette époque-là, les services liés à l'hébergement au fait de Lourdes n'existent pas encore. Donc Lourdes est dans une situation intermédiaire. Et non loin de Lourdes, il y a le cas de Saint-Pé, parce que Saint-Pé et Lourdes c'est très proche. Hein, et à Saint-Pé, à peu près 36% des actifs sont dans l'artisanat du textile. Alors le lin et le chanvre, qui servent à fabriquer des toiles et des mouchoirs. Saint-Pé, c'était une spécialité. Il y avait à peu près 59 entreprises et 114 ouvriers employés. Et puis après, on a des activités comme la métallurgie, et en particulier la clouterie. Le clou était une spécialité de Saint-Pé. Et puis les peignes, à partir des buis. Hein, le peigne, le clou, le mouchoir, c'était des spécialités de Saint-Pé. Mais Saint-Pé, si vous connaissez les lieux, c'est pas bon. Pour développer l'agriculture, c'est plus difficile. Hein. Bon, donc les activités artisanales avaient une place importante. Bon, Bagnères, on en a déjà parlé plusieurs fois. Bagnères, c'est un centre industriel. Une personne sur deux en vie en 1866. Essentiellement dans l'industrie, il y a 2084 ouvriers en 1870. Hein. 50% dans les marbreries et les carrières et 42% dans le textile. Et le reste dans le bois. Mais Bagnères est aussi un centre de thermalisme et de villégiature. Alors il y a deux mondes qui se côtoient là. Hein. Et c'est aussi un lieu de service avec le marché pour le canton et tout. Et la première caisse d'épargne du département sera installée non pas à Bagnères, à Tarbes, pardon, mais à Bagnères. Voilà. Alors reste Tarbes. Bon, eh bien, dans le secteur de Tarbes, il y a des agriculteurs. Si on met la ville de Tarbes en dehors, si on la met à part, si on prend les cantons de Tarbes Nord et de Tarbes Sud, on a 54% d'actifs agricoles dans le canton de Tarbes Nord et 45% d'actifs agricoles dans le canton de Tarbes Sud. Hein? Bon, alors dans Tarbes même, évidemment, pas d'agriculteurs, mais un habitant sur trois travaille dans l'artisanat. Le bois, le cuivre, la tannerie, la papeterie, les fonderies, ça représente à peu près 30% des actifs. Les commerces et les services, ça représente 50% des actifs. Et puis il y a les fonctions judiciaires, tout ce qui est lié à la préfecture. Donc les fonctions judiciaires, la préfecture elle-même, les services administratifs. Tarbes est une ville de garnison. Hein, il y a à peu près 1300 soldats à Tarbes. Il y a le dépôt des talons, de remonte, etc. Donc l'armée emploie beaucoup de monde sur Tarbes. C'est toujours le cas. Après, il y a des fonctions qui emploient moins de monde, comme le lycée impérial. Hein. Oui, l'autre jour, j'ai oublié de dire que le collège de Tarbes était devenu un lycée impérial par la grâce d'Achille Fould. Hein, bon. Le lycée impérial, le grand séminaire,
Et puis, l'école normale d'instituteurs. Alors je dis bien d'instituteurs à l'époque. Hein. C'est après que l'école normale de garçons, pardon. Il y avait un cours normal d'institutrice qui était à Bagnères. Hein. Mais nous sommes en 1866. Et donc celui de Bagnères, il est tenu par des religieuses. Hein. Bon. Et puis l'enseignement féminin se consacre à apprendre ce que c'est que la couture, les tâches ménagères, la cuisine, etc. Bon, là, la Troisième République n'est pas encore passée par là. Voilà pour ce qu'on peut faire comme un tableau de la situation. Alors, ça permet ensuite d'aborder le problème démographique. Alors, le problème démographique, le thème essentiel, c'est vite vu, c'est une baisse continue de la population entre 1851 et 1911. Alors, on va voir d'abord l'évolution globale. Alors ça, c'est une courbe qui avait été élaborée toujours par Robervier, que vous trouvez dans les deux sources que j'ai citées, c'est-à-dire Bigorre et Quatre-Vallées, mais aussi le catalogue de l'exposition de Lourdes. La courbe globale, c'est celle-ci. Bon. Alors, 1851 ici, 1911 là. Ça a été coupé, je sais, quand j'ai fait le montage. Bon. Donc, vous voyez, on passe de l'indice 100 en 1851. On descend ici autour de... alors, c'est pas évident. On descend à 80, à l'indice 80 en 1911. Sur l'ensemble du département, la population a diminué de 20% en 60 ans. Bon. Alors, les autres courbes permettent de voir un peu mieux selon les secteurs. Hein. Ici, nous avons la courbe des zones rurales, de l'ensemble des zones rurales du département. Et là, on passe de l'indice 100 à l'indice 100 ici, à l'indice 73 là. Bon, évidemment, vous voyez, 75 ici, 73, on est un peu en dessous. À l'indice 73, ça fait une baisse de moins 27%. Hein. Donc la baisse des zones rurales est plus importante que l'ensemble du département. Les 7 cantons de montagne, hors Argelès, que j'ai énumérés tout à l'heure, voilà leur évolution à eux. Ils sont en dessous de la zone des populations rurales. Bon, les zones de montagne ont perdu 30%. Hein, ils sont passés de 100 à 70, ils ont perdu 30%, près d'un tiers de la population entre 1851 et 1911. Avant-hier, dans la Nouvelle République, il y avait une interview de la maire d'Aucun qui dit « Ah, la situation se stabilise de la population, avec autour de 220 habitants. » Elle dit « Est-ce que nous retrouverons les 600 habitants que nous avions en 1836 ?» Bon, je pense que les gens ne vivraient plus du tout de la même façon. Bon, alors on fait des lotissements, bref. Alors parallèlement, on a une courbe qui explose, c'est le développement urbain. Alors, le développement urbain passe de l'indice 100 à l'indice 140. Hein, donc la population a augmenté de 40%. Bon, d'arrondir, c'est pratique, ça permet comme ça de voir un peu les évolutions. Bon, 40%. Et ça, c'est lié au phénomène de l'exode rural. Hein. Dans un premier temps, avant de s'enfuir en dehors du département, les gens ils vont vers les villes du département. Bon, s'ils n'y trouvent pas de travail, ils partiront. Mais dans un premier temps, on va tenter sa chance dans le département. Alors, il y a quand même là un phénomène particulier qu'il faut signaler. Mais le Second Empire s'arrête ici parce que ça, c'est 1870. C'est un phénomène qui se limite à 1870, 1876 et puis après qui va se stabiliser. Et bien, c'est qu'en 1870, à Tarbes, il y a un événement très important d'un point de vue économique, c'est l'installation de l'arsenal. L'arsenal de Tarbes était installé à Meudon, dans la région parisienne, et puis il a été décentralisé sur Tarbes. Bon. Alors c'est ce qui a permis, à ce moment-là, une poussée importante de la population tarbaise. En 1872, il y avait 16 565 habitants à Tarbes. En 1876, on est passé à 21 200
93. Ce qui fait qu'en l'espace de 4 ans, hein, on a pris presque 5000 habitants. Hein. C'est l'effet Arsenal. Bon. Après, il y a d'autres activités qui vont se perpétuer, mais vous voyez, ça stagnera jusqu'à 1911. C'est après la guerre aussi que la population repartira. Oui, on le verra bien plus tard, mais l'industrialisation des Hautes-Pyrénées est liée en particulier au fait qu'on est loin des frontières. Bon, et c'est donc pendant et après la guerre de 14 et au début des années 20 que pas mal d'entreprises vont s'installer parce qu'il y a toujours une menace dans le nord et dans l'est. Bon, il y a aussi un autre phénomène, c'est le développement de l'hydroélectricité, hein, qui va être une source d'énergie importante et qui va aussi attirer des activités industrielles. Bon, donc voilà pour l'évolution globale. Une fois qu'on a vu l'évolution globale, on peut s'intéresser au comportement démographique. Comment les gens se comportent, comment évoluent les taux de natalité, de mortalité et le taux d'accroissement naturel. Alors, sur ce graphique, toujours du même auteur et pris aux mêmes endroits, mais puisqu'il existe, il faut le prendre, on peut distinguer 3 périodes. Ici, 1851, 1870, 72, par là, cette période. Ça correspond au Second Empire. Hein. Bon, il y est pour rien, hein, le Second Empire, parce que dans le domaine économique et social, bon, on ne peut pas dire que le changement de régime ait apporté quelque chose ou ait une signification. Ensuite, on a une seconde période qui va de 72 jusque vers 1889-90, ici. Et puis on a une troisième période qui est à partir de 1891 qui va aller jusqu'à 1911. Alors vous voyez que de toute façon il y a une baisse de la population, hein, en continu. Mais ici, je ne sais pas, vous connaissez certainement ce genre de tableau. On a la courbe du taux de natalité et la courbe du taux de mortalité. Hein, si la courbe de natalité, le taux de natalité est au-dessus du taux de mortalité, on a une zone en blanc, ça veut dire que les naissances sont excédentaires sur les décès. Par contre, en noir, ça veut dire que le taux de mortalité, il est au-dessus du taux de natalité. Et donc, on a un déficit de population, de déficit naturel, on a un excédent des décès sur les naissances. Bon. Alors, pour la courbe, et puis on va revenir après, mais pour y voir un peu plus clair, ici en dessous est indiqué le taux brut de nuptialité. Bon. Le taux de mariage, quoi. Vous voyez qu'il est assez stable, avec une pointe ici avant 1870. C'est peut-être lié ça à la mobilisation pour la guerre de 70. Parce que tout le monde n'était pas appelé, c'était compliqué. Donc si vous étiez marié, peut-être que vous... Après ici, on a ici la chute, c'est la chute des taux de nuptialité lié à la mobilisation des jeunes, parce que là c'est 1911, donc ici c'est le début de la guerre de 14. Hein. Bon, il y a eu beaucoup moins de mariages à cette époque-là. Bon, donc si on prend la période 1851-1872, la première, qui correspond au Second Empire, la population a baissé de 20 000 habitants à cette époque-là. Et pourtant, la population a baissé, mais on a un accroissement naturel positif, c'est-à-dire qu'il y a un excédent de naissance sur les décès. Le taux de natalité était en moyenne de 22 pour 1000, alors qu'en France il était de 26,5 pour 1000, hein, donc on est quand même en dessous. Et le taux de mortalité, il est plus bas, mais on constate qu'il augmente quand même. Hein. Il y a des pointes. Ça, c'est les pointes correspondent à des périodes de crise d'alimentation, etc., ou des crises sanitaires. Mais après, il y a des redescentes. Mais globalement, il y a une montée de la moyenne de la mortalité. Bon, il y a 2 pointes de surmortalité,
Oui, la première ici en 1855-56, une pointe, là, c'est lié à une épidémie de choléra qui a touché la Barousse, et puis ensuite l'arrondissement d'Argelès, fortement, et Lourdes compris, hein, fortement. Il y a eu une forte... j'ai oublié, je montrerai une autre fois, les descriptions que font des médecins de la situation sanitaire dans les rues de Tarbes ou dans les rues de Lourdes. Hein. Et ils expliquent que bon, les conditions sanitaires sont pas très... ils ne portent pas de masque, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, et c'est même pire que ça dans les rues. Hein. Et c'est ce qui provoque le fait que ces maladies se répandent très vite. Maubourguet est touché par une crise de typhoïde, et puis alors en vallée d'Azun et de Barège, il y a la syphilis qui fait d'énormes ravages. Bon, 1859, on a eu de nouveau aussi une pointe importante, ici, là, 1859, en particulier à Tarbes. Hein, alors toujours pareil, choléra, typhoïde, syphilis. Ce sont les casernes de Tarbes qui ont été les plus touchées, et ça a duré ensuite en 1863, 1865, durant presque toutes les années 1860. Bon, donc on n'est pas à l'abri des épidémies. Et la plupart des maladies subsistent à l'état endémique, hein, mais il suffit de peu de choses pour que ça se développe et ça se répande de manière rapide. Par exemple, un petit dérèglement climatique, et hop, on a des effets négatifs sur les récoltes, et à partir d'effets négatifs sur les récoltes, eh bien, malnutrition prolongée, eh bien, hop, ça repart, hein, les maladies repartent. Et ça, c'est quelque chose de fréquent à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Bon, 1872-1890, alors là, on entre dans une période de surmortalité. Mais bon, l'excédent n'apparaît pas très très important. Hein. Le taux de mortalité atteint 23,97 pour 1000 en 1870 et 28,15 pour 1000 en 1871. Ce sont les maximums qu'on ait eus. Alors c'est lié à la variole, au choléra, à la rougeole, à la typhoïde, toujours pareil, et ça se conjugue aussi. Normalement, hein, jusque dans la fin de cette période, le taux de nuptialité est bas. Il tourne autour de 6 pour 1000, pardon. J'ai dit 6%, je crois que c'est 6 pour 1000. Et il oscille en gros entre 5 et 6 pour 1000. Alors qu'au niveau national, le taux de nuptialité est autour de 15 à 16 pour 1000 par an. Donc nous, on est quand même nettement en dessous. Alors, ça s'explique ça en partie parce qu'il y a une émigration à l'époque, et ce sont les jeunes qui partent. Il y a une émigration des jeunes en âge de se marier. Hein. D'où ça se traduit par un vieillissement de la population. Alors qu'il dit baisse du nombre de jeunes, vieillissement de la population, forcément le taux de natalité va baisser et le taux de mortalité il augmente. Bon, ça c'est clair. Mais il y a un autre phénomène en fait, qui celui-là est intéressant. Alors il a été plus ou moins analysé dans un mémoire de maîtrise qui date maintenant de 1971 à l'université de Toulouse, fait sur le canton de Castelnau-Magnoac par un certain, je ne connais pas, hein, il était étudiant, on a dû être étudiant à peu près à la même époque, Jean-Marie Espenant, hein, qui avait fait un mémoire de maîtrise sur la population de Mont-Léon-Magnoac et du canton au XIXe siècle, entre 1792 et 1870. Et c'est intéressant parce qu'il a fait des statistiques. Alors il voit que les hommes se marient autour de 30 ans, avec des femmes souvent beaucoup plus jeunes. Bon, alors ça c'est classique, hein, on le voit ailleurs, hein, les mariages, les hommes ils se marient assez tard, enfin autour de 30 ans, parce qu'il faut effectivement pouvoir faire vivre la famille à ce moment-là. Donc bon. Et par contre ils prennent des femmes plus jeunes, parce que bon, elles aussi, certainement il faut caser les filles aussi dans les familles. Hein. Ce qu'il a constaté, c'est le temps qui s'écoule entre le mariage et la première naissance. Eh bien, en moyenne, dans ce canton-là, c'est 17
mois,6 jours. 17 mois. Bon. Ensuite, entre la première et la deuxième naissance, il s'écoule souvent, en général, autour de 32-33 mois. Bon. C'est-à-dire que, on a l'impression que les gens, ils freinent à se reproduire. L'hypothèse la plus formulée, c'est éviter le morcellement de la propriété. Voilà. Alors, il cite le rapport officiel d'un sous-préfet qui dit « La loi de succession s'exécute ici rigoureusement, c'est-à-dire le partage de la terre. Des vieillards sont venus déplorer cet émiettement qui détruit la famille. » Parce qu'effectivement, pour éviter le morcellement, on évite la reproduction. Et ça, c'est donc c'est fou ça. Aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça, mais il y avait la volonté, en pratiquant une contraception volontaire, d'empêcher d'avoir beaucoup d'enfants pour éviter le morcellement de la propriété en milieu rural. Bon. Alors ça explique aussi, c'est une des raisons qui explique la baisse du taux de natalité. Enfin, dernière période, 1890-1911, vous voyez que c'est une période où on est dans le noir, en quelque sorte, puisque on a des taux de natalité qui sont faibles entre 16 et 17 pour 1000, et on a des taux de mortalité qui font des pointes jusqu'à 22 pour 1000, mais bon, qui tournent entre 20 et 22 pour 1000. Ce qui est beaucoup. Alors, là aussi, à partir du 190 et au tout début du XXe siècle, il y a de nombreuses épidémies à répétition. Forte épidémie de choléra en 1890, puis on a la rougeole, la scarlatine, la diphtésie et la variole. Bon, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié tout ça dans les Hautes-Pyrénées, mais voilà, il faudrait que peut-être quelques médecins retraités travaillent sur ces questions-là. Je ne regarde personne, mais c'est vrai que ce serait intéressant à étudier. Il doit y avoir des statistiques officielles tenues. Des statistiques officielles, il doit y en avoir plein dans les archives départementales. Mais je n'ai pas connaissance de gens qui aient travaillé dessus. Robert un peu pour ce travail, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de publication particulière. Bon, voilà, donc on a une baisse de la population. Autre phénomène concernant l'évolution de la population, et qui explique aussi la baisse de la population, c'est la fuite. Alors, j'ai repris le terme la fuite entre guillemets, et entre parenthèses, j'ai mis le nom de Robert Vier, puisque c'est le titre du chapitre qu'il a rédigé dans Bigorre et quatre vallées. Alors, la fuite, c'est-à-dire, c'est l'émigration. Bon. Alors, l'émigration, c'est plus... on a pas mal de statistiques à ce sujet, et il a fait des cartes à l'époque, en particulier, toujours publiées dans les deux mêmes ouvrages cités. Là, c'est une carte qui montre l'origine des émigrants en 1870, des émigrants vers l'étranger en 1870. Et on voit que c'est essentiellement dans les zones d'émigration les plus fortes sont sont surtout, il y a Tarbes, les cantons de Tarbes Nord et Tarbes Sud, c'est la partie rurale des cantons de Tarbes, et puis toute la zone qui va jusqu'à Vic, Trie, Tournaille, ici Pouillastruc, toute cette zone-là, c'est la zone qui fournit le plus d'émigrants. Le nombre est plus inférieur et moins important quand on va sur Lourdes ou sur le plateau ici de Lannemezan. Il s'agit plutôt de la Barthe de Nest, mais enfin du plateau de Lannemezan aussi. Bon, ce sont les régions touchées. Il a fait des statistiques à ce sujet. On a d'autres cartes, mais
avant de montrer les régions d'où l'on part le plus, parce qu'il y a des nuances à apporter, je voudrais quand même vous donner quelques statistiques. L'émigration vers l'étranger est particulièrement forte dans le département. Entre 1857 et 1884, donc là c'est à cheval sur le Second Empire et la Troisième République, les Hautes-Pyrénées sont au 3e rang national avec 11 275 départs officiels vers l'étranger. Officiels. 11 275 départs officiels vers l'étranger, on est au 3e rang national. En tête, eh bien, il y a nos voisins des Basses-Pyrénées, comme on disait à l'époque, 34 847 départs. Et en 3e position, la Gironde, avec 13 500 départs. La Seine, donc on fait un saut sur Paris, avec 10 000 départs, et est en 4e position, et la Haute-Garonne en 5e position. Si on prend maintenant le nombre moyen de départs pour 10 000 habitants, il y a 203 départs pour 10 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées, 203 pour 10 000 habitants. Derrière les Basses-Pyrénées, 350 départs pour 10 000 habitants. Donc, on est une forte zone de départ. Hein. Alors, un rapport avait été fait en 1884 pour l'Académie des sciences morales et politiques par un universitaire médecin, le professeur Lamiot, et dans son rapport, il calcule que les chiffres réels devaient être 3 fois plus élevés que ceux donnés par les statistiques officielles. Hein. Bon, il y avait déjà des discussions sur les taux de migrants. Hein. Bon, et effectivement, il constatait que ce phénomène était largement répandu dans le Midi. Et nous, on est dedans. Bon. Alors, ça c'est une première considération. On est vraiment une terre de départ. Alors, pour la période 1846-1861, donc une période un peu antérieure, on a des statistiques qui ont été mieux tenues à partir des passeports. Parce que là aussi, il y a des informations, non seulement quantitatives, mais aussi qualitatives. Alors on sait que les 3/4 des migrés sont de sexe masculin, c'est les hommes qui partent, ce qui explique aussi la baisse de la natalité et de la nuptialité. Hein. Il y a des jeunes aussi qui partent. Hein. Il y a des enfants qui s'en vont. Et sur 6 enfants qui s'en vont, il y en a un qui a moins de 15 ans. Donc il y a des gens qui s'en vont avec leur famille très tôt. Statistiques sociales, 2 partants sur 5 sont des agriculteurs. Les ouvriers, ça représente 33% des départs. 2 sur 5, ça fait 40%. Hein, sont des agriculteurs. 1/3 sont des ouvriers. Et aussi, 10% sont sans profession. Bon, alors, de quoi vivent-ils? On ne sait pas trop, etc. Alors, il y a de très faibles taux pour des professions libérales, comme des marchands ou des négociants. Mais les marchands et les négociants qui partent, on ne sait pas trop pourquoi ils partent. Est-ce qu'ils partent pour faire du négoce et reviendront-ils? Bon, ça, c'est plus difficile à évaluer. Bon, mais l'agriculteur qui part, c'est pas pour faire du tourisme. Hein. Alors, autre élément, les destinations. Les destinations, eh bien, on a 3 grandes zones de destination. Alors, ça a pu varier selon les périodes. Hein. Zone de destination importante, la première, c'est l'Amérique du Sud. L'Argentine et l'Uruguay. Hein. En 1853, par exemple, un émigrant vers l'étranger sur 5 part vers l'Uruguay. En 1854, c'est 2 sur 5. Bon. Alors, vous savez, si vous suivez l'actualité,
Il faudrait peut-être qu'un jour on puisse, il faudrait faire peut-être une séance spéciale là-dessus, qu'il y a une association importante, dont je vois une responsable dans la salle, qui est l'association Bigorre Argentine-Uruguay, la BAU, hein, qui a mis en relation pas mal de gens d'Argentine ou d'Uruguayens qui sont originaires de Bigorre et qui cherchent leurs racines. Hein. Bon. Sont partis, ils descendent de gens qui sont partis à cette époque-là, en fait. Bon. Et il y a des liens qui se créent. Hein. Mais c'est surtout alors dans la partie centrale du département, même si j'en connais un en Val d'Azun, mais c'est rare. Bon. Autre lieu de destination, c'est l'Algérie. Hein. Oui, je vais vous montrer un document, mais je ne les ai pas mis dans le ordre. Voilà, voilà, ça, ce sont des reproductions de publicités, de réclames, qui sont dans les dernières pages des journaux de l'époque, hein, qui sont cautionnées par l'Agence générale des migrations, et ce sont des compagnies qui proposent une traversée mensuelle, hein, entre Bordeaux, Montevideo et Buenos Aires. Hein. Alors ils vous donnent les noms des correspondants. Par exemple, il faut s'adresser à monsieur Oscar de la Gohaner qui a une antenne à Tarbes. Et puis ensuite, il faut s'adresser à monsieur Fréchou à Marseillan pour la deuxième compagnie, n'est-ce pas, si vous voulez partir. Bon, voilà. Alors, ce sont effectivement des coupures de presse que Robert Vie avait publiées. Alors, il y a aussi une autre destination qui est l'Amérique du Nord. Là-bas aussi a pu mettre en relation des familles bigourdanes avec des descendants qui sont essentiellement en Louisiane. Il y en a beaucoup en Louisiane. Hein. Un tiers des émigrants vers l'étranger en 1849, le même nombre en 59-60, 1859-1860 sont partis vers l'Amérique du Nord. Mais voilà, l'Amérique du Nord, il y a parfois des problèmes. Je lis là, M. Depoix prévient sa nombreuse clientèle qu'immédiatement après la levée du blocus à la Nouvelle-Orléans, des départs mensuels recommenceront comme autrefois. Bon, donc, on tient compte aussi des problèmes de blocus. Bon, et enfin une dernière zone de départ très prisée, celle-là elle paraît plus logique, voilà une affiche, n'est-ce pas, une affiche du gouvernement de la République, c'est le gouvernement général d'Algérie qui invite, n'est-ce pas, les Français à se rendre de l'autre côté de la Méditerranée. En 1856, 60% des bigourdans qui émigrent vont vers l'Algérie, ils étaient 51,3% en 1857. Bon. Parmi les autres catégories, l'émigration vers les colonies françaises est secondaire, mais la France n'a pas eu une politique de peuplement, comme l'Angleterre par exemple, dans ses colonies. La France, les Anglais ont encouragé le peuplement, en particulier vers le Canada, l'Australie, etc. Mais nous, non, on a encouragé le peuplement uniquement en Algérie, mais pas dans les autres colonies. L'Algérie qui avait un statut particulier, puisque c'était considéré à partir de la Troisième République comme des départements français, donc comme un territoire français. Et donc on lui accordait une situation particulière. Bon, dernier point, alors c'est un peu particulier, ça aussi, c'est la péninsule ibérique. En 1846, 1853, 1854, 30% des bigourdans qui quittent le département s'en vont en direction de la péninsule ibérique. Alors, bon, c'est un constat statistique, mais il y a des hypothèses qui sont formulées. S'agit-il d'une émigration temporaire? S'agit-il de voyages d'agrément ou d'affaires? Bon. On peut en douter. D'affaires, oui, s'il s'agit de gens qui sont dans le négoce, mais d'agrément,
Bon, c'est plus difficile à imaginer. S'agit-il de s'installer dans le pays? Une chose est peut-être plus vraisemblable. Robert Vier annonce l'hypothèse que le passage, il s'agit de, pour beaucoup de jeunes en particulier, auxquels on refuse de 18-19 ans, parce qu'ils sont mineurs 18-19 ans à l'époque, et on leur refuse un passeport. Et beaucoup se passeraient clandestinement en Espagne pour, à partir de ports espagnols, rejoindre l'Amérique du Sud. Bon. Bon, c'est l'hypothèse de Robert, mais qui paraît vraisemblable en attente d'autres explications. Bon, à partir de là, les causes de ces départs, et puis les zones touchées. Les causes sont essentiellement des causes économiques et sociales. Bon. Insuffisance de revenus, pauvreté, malnutrition, etc. Bon, puisque on a vu que ce sont essentiellement des agriculteurs qui s'en vont, 40% de la population des émigrants vers l'étranger sont essentiellement des agriculteurs qui vivent dans des conditions difficiles, etc., etc. Bon. Alors il y a l'espoir d'une vie meilleure. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce que il y a des réussites parmi ces gens qui s'en vont. Hein, et il y a des gens qui réussissent. Et donc, s'ils ont toujours des liens avec leur famille, eh bien, depuis l'Amérique du Sud, on peut encourager des parents à les rejoindre. Surtout en période de crise. Hein, par exemple, en 1848-1849, il y a 273 départs en 1848, 429 en 1849, 628 en 1850. Hein, bon. Alors, il y a eu aussi de la propagande effectuée. Et il y a un cas de propagande qui a été étudié, analysé, je cherche, voilà, ici, il s'agit, bon, c'est pas très lisible, hein, c'est un bouquin qui s'appelle « Extinction du paupérisme agricole par la colonisation hein, », par la colonisation de la province. Bon, ce texte, qui a été publié largement dans les Hautes-Pyrénées, ce texte est dû à un médecin, le docteur Brougne. C'était un médecin et cultivateur qui était originaire de Quexon. Et il entreprit la colonisation de territoires vierges dans le nord-est de l'Argentine, par l'émigration de milliers de familles. Hein. Alors, il a fait imprimer 5000 exemplaires de ce livre, qui était un livre de propagande. Hein. Il a fait poser des affiches, il a fait passer des articles dans les journaux. Et les journaux, par exemple l'Écho des Vallées de Bagnères, lui sont favorables. Le 13 avril 1854, il dit, on peut lire dans le journal, témoin contristé de tant d'efforts stériles, de tant de labeurs perdus, ému de tant de souffrances héroïquement supportées, agriculteur lui-même, un homme d'intelligence et de cœur, M. Brougne, s'est préoccupé des moyens de remédier à une aussi déplorable situation. Bon, alors, l'objectif c'est de dire, venez vivre mieux ailleurs, en particulier dans le nord-est de l'Argentine. Bon, il a échoué. Hein. Il y a quand même eu pas mal de gens qui ont répondu. Si on prend une des cartes que Robert avait publiées, je cherche, et je vais trouver, c'était auparavant. Voilà. Ici, c'est la carte qui est à gauche. Hein. L'émigration 1857, les listes Brougne. Hein. Bon, vous voyez que bon,
ont répondu à l'appel de Brougne. Beaucoup de gens de la région de Castelnau-Magnoac, plus de 18%, des immigrants de 1857 viennent du canton de Castelnau-Magnoac. Ici également les régions de Rabastens et de Pouillastruc, également des deux cantons de Tarbes-Nord et de Tarbes-Sud. Et puis ici aussi du canton de Campan. Pas mal ont répondu à son appel. Bon. Alors, il semble que, après, ça n'a pas eu un grand succès, et que là-bas, bon, apparemment, ça n'a pas été le grand succès non plus. Bon, voilà une tentative d'organisation par un bigourdan d'organiser le déplacement vers l'Amérique du Sud. Bon, globalement, les zones les plus touchées, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est l'arrondissement de Tarbes, Trie, Pouillastruc, Vic, Tournaille, Rabastens. Alors, il y a une immigration vers l'étranger, mais je terminerai par ça sur l'immigration. Il y a aussi un exode rural en France métropolitaine. En 1911, alors c'est une autre carte qui est intéressante. Alors ces cartes ont, je le répète, été publiées, celle-là toujours par Aubervier dans Bigorre et Quatre-Vallées. Vous avez ici la carte des Hauts-Pyrénées en France en 1896. Bon, alors vous voyez que d'abord on va dans les départements voisins, les Basses-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, la Gironde, et également dans la Seine nous avons un grand nombre. Bon, alors plus on s'éloigne par cercle concentrique et moins il y a de bigourdans. Ici cette carte est intéressante, c'est l'origine au sein du département des émigrants vers Paris. Alors, vous voyez que les deux cantons de Tarbes et la ville de Tarbes ont envoyé beaucoup de gens vers Paris. Également toute la même zone ici des coteaux et du nord du département. Mais aussi le canton de Bagnères et les cantons de Lourdes ici. Bon. 40 000 Hauts-Pyrénéens d'origine sont recensés dans d'autres départements au recensement de 1911, pardon. On arrive près de la fin. Alors, je voulais terminer par une dernière partie qui était une partie consacrée à la grande pauvreté, parce que c'est ça aussi qui est la cause de tous ces départs. Alors, pour la grande pauvreté, je voudrais prendre des exemples, mais nous n'allons pas avoir le temps, on finira la prochaine fois. Des exemples. Un exemple, l'exemple de Tarbes. Parce qu'il y a eu une très bonne description de la situation de Tarbes faite dans l'histoire de Tarbes par le chanoine Lafont. Et ensuite, l'exemple de Lourdes, à partir de la description faite de la situation sociale à Lourdes par Eugène Cordier, et qui a été analysé dans un catalogue d'exposition. Les catalogues d'exposition, c'est très intéressant, qui avait été analysé dans un catalogue d'exposition en 1987, qui était consacré à la ville de Lourdes, qui avait été analysé par Jean-François Soulet. L'exemple de Tarbes, Jean-Baptiste Lafont, je vous dis simplement son introduction. Bien que petite cité provinciale, Tarbes n'en offre pas moins les profondes disparités sociales caractéristiques du XIXe siècle. Deux mondes extrêmes s'y côtoient sans jamais se mêler. Alors il ajoute deux mondes auxquels l'historien n'a qu'un accès inégal. S'il lui est facile, en effet, de retrouver les figures de la bourgeoisie, alors c'est le chanoine Lafont qui parle, pour l'avoir connu, je peux garantir que ce n'était pas un marxiste, même si les propos peuvent le laisser penser. S'il lui est facile, en effet, à l'historien de retrouver les figures de la bourgeoisie capitaliste, il doit presque renoncer à connaître le groupe pourtant beaucoup plus nombreux des prolétaires. Bon, et là, il fait une description, alors on n'a pas le temps parce que nous allons à la philo après, mais les riches, il cite la famille Foule, d'autres familles, et ensuite il décrit la situation des gens plus pauvres, et notamment des mendiants. Bon.
Donc on verra ça la prochaine fois, puisque on se retrouve le 30 mars. Et après, je voudrais embrayer sur les débuts de la Troisième République. Alors, évidemment, ce qui avait été annoncé au début de l'année, on ne le tiendra pas, mais je pense qu'on doit pouvoir traiter la période jusqu'en 1890-91, c'est-à-dire jusqu'à ce que jusqu'au ralliement des catholiques à la République à l'appel du pape Léon XIII. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à dans 15 jours, 3 semaines. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.